Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Le vendredi, c'est un peu plus cool, on prend le temps de se poser. Dans un instant, Flora va me rejoindre pour Bref de comptoir. Pendant ce temps, je vous laisse regarder la météo. Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, dans Bref de comptoir, Julia et Flora reviennent sur l'actualité de la semaine, en particulier les réunions publiques pour les habitants des zones bleues et vertes du PPRT d'Ineos. Côté Sarrois, la Frankreich Stratégie continue son bonhomme de chemin. Les lutteurs sarregueminois ont entamé le championnat de France par équipe sous les meilleurs auspices, mais le plus dur reste à faire. Le concert de solidarité de l'UNICEF programme Erza en tête d'affiche le 10 novembre à Sarreguemines. Enfin, Entre les lignes dévoile l'intrigue du dernier roman d'Anne Villemain-Zicherman, Le souper de Lafayette. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain nous pouvons laisser les parapluies au vestiaire puisque des éclaircies viennent agrémenter la journée. Mais dans l'ensemble, les nuages gardent le plus souvent l'avantage et la fraîcheur se montre tout aussi tenace. Les thermomètres affichent de 2 à 5 degrés au petit matin et de 9 à 11 degrés au meilleur de la journée. Demain nous serons le samedi 22 octobre et nous fêtons les Élodies. Le soleil nous accompagnera de 8h04 à 18h27. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine, à bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Salut Flora, Salut Julia. comment ça va? T'as passé une bonne semaine? Ça va, bah oui, mais bon, je suis quand même un peu jalouse des élèves qui sont en vacances cette semaine. C'est clair. Alors, tu sais quoi? Te plains pas, il y en a cette semaine. Ils ont une préoccupation bien plus grave que vacances, pas vacances. C'est vraiment concernant leur maison, les travaux qu'ils vont devoir y effectuer et le montant de la facture qui va rester à leur charge. Je parle évidemment du PPRT Ineos. D'ailleurs, tu étais à une des réunions publiques qui était dédiée aux habitants. Alors, comment ça s'est passé? Alors, il y a eu une première réunion publique qui était pour les habitants de la zone bleue. Donc, qui vont avoir un certain nombre de travaux à faire. Ambiance presque houleuse, on va dire. Et pourtant, ils ont démarré en cadrant les choses, les organisateurs. Je vais te montrer. Et des questionnements, il y en avait beaucoup de la part des habitants concernés par la zone bleue du PPRT d'Ineos Sarralbe. PPRT, c'est-à-dire Plan de prévention des risques technologiques. Avant même la présentation du dit plan et afin d'assurer une rencontre sereine, les intervenants de cette réunion ont tenu à préciser qu'ils n'étaient pas responsables du PPRT, mais uniquement là pour faire appliquer une loi votée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Le message sous-jacent est simple, on vous informe, mais pour vous plaindre, allez voir ailleurs. Effectivement, une situation un peu particulière là. Alors c'est vrai qu'ils ont quand même au moins le mérite d'informer, puisque à la tribune, il y avait le sous-préfet, il y avait le maire de Sarralbe, il y avait le maire de Villeurwalde aussi, puisqu'il y a aussi des maisons qui sont sur le banc communal de Villeurwalde. Il y avait des représentants des services de l'État, notamment l'Adréal. Il y avait aussi le directeur d'Ineos qui était là. Donc en même temps pour expliquer concrètement, d'abord, qu'est-ce que c'est un PPRT et pourquoi on doit en faire un. L'historique qu'il y a derrière, c'est lié en premier lieu à Toulouse 2001 et l'explosion qui a eu lieu là-bas et tous les blessés qui s'en sont suivis. Et donc là, l'idée, c'est de limiter au maximum les risques de blessures pour les gens dans leur maison. Sauf que si on se met 2 secondes à la place de ces gens, la plupart ont acheté ou surtout construit à l'époque en pleine campagne, avec la nature devant leur maison. Et puis par la suite, on leur a construit une usine au bout du jardin. Pas forcément super jolie, une usine. Et puis tout d'un coup, on leur dit que mais au fait, cette usine, en plus, elle est dangereuse, voire très dangereuse. Donc il va falloir que vous fassiez des travaux. Et puis tout le monde va mettre la main à la poche, mais vous aussi. Puisqu'en fait, la loi prévoit que 10% restent
à la charge des propriétaires, sachant que sinon il y a une partie qui est payée par l'entreprise, donc Ineos, une partie qui est payée par les collectivités, les communes, les intercos, et puis une partie qui est prise en charge par l'État. Alors, prise en charge par l'État, c'est aussi un petit peu, certains disent qu'on se moque d'eux, 40% pris en charge par l'État, mais à travers un crédit d'impôt. Donc au niveau de la trésorerie, il faut quand même commencer par avancer l'argent, et pendant 1 an, avant d'avoir un retour. Et alors la réaction des habitants dans cette réunion, c'était quoi? Alors il y a eu des genres très différents. L'essentiel disent... Ok, vous dites que c'est dangereux, qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé, qu'il va falloir faire des travaux. Bon, ben soit. Mais pourquoi on devrait en financer ne serait-ce qu'une partie? Nous, c'est pas de notre faute si cette usine s'est implantée là et si elle est dangereuse. On était là avant l'usine. Donc il y a cet aspect-là. Après, il y a aussi des gens qui disent, mais est-ce que vous ne pouvez pas faire un effort? Est-ce que l'État ne peut pas, au lieu de faire du crédit d'impôt, payer réellement ces 40% qu'on n'ait pas à les avancer? Il y en a qui demandent, est-ce qu'on va être exonéré de taxes d'habitation? Alors ça, non, c'est pas du tout prévu au programme, sachant que malgré tout, leur maison, elle vaut plus grand-chose, quoi. Et puis, il y a eu une dame, par exemple, qui disait, bon, ben moi, au final, dans vos histoires de périmètre de couleur, ma maison, elle est dans la zone bleue. Mais moi, je préférerais que vous la classiez dans la zone rouge. Comme ça, vous me la rachetez. Moi, je m'en vais, je vais ailleurs. Et alors, la réponse? Ah ben, c'est une des rares qui a une réponse franche et nette. Non. D'accord. Les zones sont vraiment calculées en fonction des risques, de ce qui est susceptible de se passer, de ce que ça peut avoir comme dommages collatéraux, etc. Et donc pas du tout en fonction de moi j'aimerais bien vendre, moi j'aimerais bien rester quitte à faire des travaux, etc. Ça se passe pas comme ça, quoi. Et alors il y a eu aussi une réunion, parce que c'était des réunions publiques par zone, et donc là cette semaine il y a eu aussi une réunion pour les habitants en zone verte. Oui. Là la conclusion c'était quoi? C'était la même ou Alors eux avaient quelque part déjà l'expérience de ce qui s'était passé quelques jours avant pour la zone bleue, puisqu'il y en avait eu écho dans la presse, aussi bien sur Mosaïque, à travers un reportage que par exemple dans le Républicain Lorrain. Il en avait été question aussi sur Radio Mélodie, et donc ils savaient déjà un petit peu ce qui les attendait. Et donc eux ont été encore plus véhéments en montant au créneau en disant « Mais attendez, vous ne pouvez pas vous arranger pour les payer vous, nos 10%? » Parce que la loi, a priori, prévoit que 10% reste à la charge du propriétaire. Mais a priori, légalement, rien n'empêche les collectivités, l'entreprise, par exemple, de financer ces 10% qui sont à la charge des propriétaires. Sauf que Ineos dit qu'ils font déjà un gros geste, que sinon, à force de devoir trop investir, se poserait éventuellement la question de partir, s'installer ailleurs, là où il n'y a pas ce genre de risque. Donc évidemment, c'est compliqué. Ceci dit, il y a quand même eu un peu un point positif, la réunion de cette semaine pour les habitants de la zone verte, c'est que Marc Anquet, le directeur d'Ineos, a un petit peu entrouvert la porte en disant il faudrait qu'on voit au cas par cas, peut-être que. D'accord, donc peut-être que les habitants auraient le choix par la suite, il y aurait quelque chose à... Non, peut-être qu'ils pourraient obtenir un petit coup de pouce, une petite aide de l'entreprise pour compenser une partie, enfin prendre en charge une partie de ces 10% à payer par les propriétaires. Mais pour le moment, il ne s'engage à rien, il dit voilà. Mais en tout cas, il ne ferme pas la porte. D'accord, donc on en est là dans le dossier, oui. Oui. Il y a eu aussi un autre dossier cette semaine avec un tout autre enjeu. L'enjeu, c'est plutôt le bilinguisme des Sarrois, oui. Avec la présentation du deuxième volet de la Frankreich-Stratégie. Alors là, oui, la Frankreich-Stratégie, donc elle a été lancée depuis 2 ans. Il y a énormément de choses. Alors, éventuellement aussi des points de détail, mais il y a quand même pas mal de choses. Et puis, du coup, le lancement de la deuxième feuille de route pour les prochaines années. Stéphane Toscani, le ministre sarrois de l'économie et des affaires européennes, en a profité en même temps pour faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. C'est un ministre bilingue qui a présenté la deuxième feuille de route de la Frankreich-Stratégie du Land de Sarre. Dans les locaux du ministère sarrois de l'économie, il a tout d'abord souhaité revenir sur les actions menées lors des 2 premières années de la stratégie France. Plusieurs projets ont été réalisés, mais celui dont il est le plus fier reste la représentation commune à Bruxelles avec la région Grand Est. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'un Bundesland allemand et une région française travaillent sous le même toit, travaillent chaque jour ensemble et forment une représentation ensemble.
Ok, donc d'accord pour le bilan, mais alors qu'est-ce qui va être mené par la suite ? Alors il y a plein de petites choses, il y a des efforts aussi qui sont demandés à tout le monde parce qu'il s'agit aussi d'avoir de plus en plus de Français qui enseignaient à tous les niveaux du scolaire le plus jeune possible, y compris dans les jardins d'enfants, les kindergarten. Encore faut-il y inscrire ces enfants. Mais il y a aussi des coups de pouce qui sont demandés aux associations sportives. Il y en a beaucoup qui font déjà des choses en commun avec la France. On leur demande d'essayer d'en faire encore plus, why not ? Et puis sinon, évidemment, ils espèrent que côté français, il y a un peu un équivalent qui se mette en place. On vient de changer de région, de passer maintenant à la région Grand Est. Et c'est vrai que Stéphane Toscani attend énormément de Philippe Richard, le président de région, qui est en plus quelqu'un de complètement bilingue. À voir ce qui se passera du côté français. Et puis du côté français et puis chez nous, il y a un gros événement qui se prépare à Sarreguemines. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, donc c'est le 10 novembre, un super concert. C'est dans le cadre de Sarreguemines, Ville Amie des enfants. C'est au profit de l'UNICEF pour un peu mieux faire connaître aussi la cause et tous les combats qui sont menés par l'UNICEF. Et ce sont des enfants qui vont être sur scène. Alors, il y a la chorale du collège Himmelsberg, il y a par exemple l'harmonie junior du conservatoire aussi, et puis la tête d'affiche, c'est Erza, que les gens vont avoir le plaisir de voir sur scène à Sarreguemines. Dans le cadre du label Ville Amie des enfants, Sarreguemines et l'UNICEF vont proposer un concert gratuit avec comme tête d'affiche la jeune artiste sarregueminoise. Le spectacle se tiendra dans la salle de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines le 10 novembre à partir de 18h. Et alors, nous, on va pas rater ça quand même. Alors nous, on va pas rater ça. Et en revanche, ils ont été assaillis parce que c'est en plus un concert qui était gratuit. Donc c'est bon, arrêtez d'essayer de réserver. C'est plein. En revanche, si vous ne faites pas partie des chanceux, rassurez-vous, puisque effectivement, Mosaïque y sera. On va filmer l'intégralité du concert. Donc vous pourrez prochainement le voir à la télé. Alors, il y a un autre événement qu'on a suivi, c'est le démarrage du championnat de France de lutte. Oui, c'est un championnat qui est très court, donc qui vient de démarrer, qui se termine en décembre. Et pour les lutteurs sarregueminois, la première rencontre, c'était à domicile. 4-2 à la mi-temps, 9-3 à l'issue du match, les lutteurs sarregueminois en rouge n'ont fait qu'une bouchée de Lyon-Saint-Priest. Malgré tout, la suite du championnat s'annonce bien plus compliquée. Là, les deux rencontres qui suivent sont de très haut niveau. Nous allons nous déplacer le week-end prochain à Schiltigheim. Une rencontre qui va être très dure puisque Schiltigheim s'est bien renforcé et veut absolument passer dans le dernier carré. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait ce soir. Ils ont eu leur premier combat à Sotteville-les-Rouen. Et Sotteville-les-Rouen où on a vu que le président de Sotteville a mis les moyens, a bâti une équipe vraiment pour faire champion de France. Voilà, donc match à Schiltigheim demain soir. Et puis, dans 2 semaines, le 5 novembre, c'est Sotteville-les-Rouen qui vient à Sarreguemines avec son armada de lutteurs. Ils veulent absolument décrocher le titre. Ils ont mis le paquet, ils ont investi. Il va falloir vraiment se battre. Pour le coup, c'est le cas de le dire. Avec, ceci dit, quand même une chance, c'est finalement le fait qu'ils soient dans la même poule. Ils vont déjà pas se retrouver face à face en demi-finale. Après, il faut atteindre les finales et voir comment ça se passe en espérant que tout se passe bien. On va voir ça, c'est un peu compliqué, ça s'annonce un peu compliqué, mais on va voir ça. Il y a un dernier point que je voulais faire avec toi, ça concerne un sujet qu'on n'a pas évoqué dans l'un de nos JT. Ce sont les travaux qui se déroulent au niveau de l'écluse de Sarreguemines. Alors, comment ça se fait qu'on n'en parle pas ? Alors on n'en parle pas parce qu'on ne peut pas pour le moment. En fait, ce sont les VNF, les Voies Navigables de France, qui sont en train de complètement refaire à neuf l'écluse qui est en contrebas du pont de l'Europe et qui pour le moment ne veut pas communiquer. Donc rendez-vous est pris, interview le 4 novembre et donc reportage dans la foulée sur Mosaïque. Mais pour le moment, on a interdiction d'en parler. Mais c'est un chantier classique qui dure quelques semaines. C'est juste une réorganisation en interne pour maîtriser la communication. Et donc du coup, on va faire preuve de patience. Donc on n'est pas passé à côté, on va en parler, quoi. Voilà. Et on en reparle très vite alors. Ouais. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et on se retrouve tout de suite pour Entre les lignes. Un déguisement d'enfer, festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, des idées toutes faites.
Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Pour vos repas de mariage et vos repas d'entreprise, profitez d'un cadre au bord de l'eau, d'une salle allant jusqu'à 300 personnes et de produits de qualité cuisinés sur place. Le Victoria vous propose aussi ses plats du jour, ses menus à la carte et ses soirées à thème. Ouvert du mardi au dimanche. Envie de se faire plaisir? Découvrez Destock Outlet, les plus grandes marques au meilleur prix. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Le saviez-vous? Microdata, c'est du conseil et de la vente aux particuliers et professionnels. Informatique, réseau, télécommunications. Le plus Microdata, c'est l'assemblage à la carte. Votre PC comme vous en rêvez. Mais aussi plus de 15 années d'expérience. Un savoir-faire et un service dépannage toute marque. Microdata. Boulevard des Faïenceries à 100 mètres des cinémas Forum à Sarreguemines. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Anne Villemain-Sischermann est l'invitée de Marianne Gabriel aujourd'hui dans Entre les lignes. Vous allez en savoir plus sur son 3e roman. Je vous laisse en leur compagnie en vous souhaitant un très bon week-end. À lundi. De la cave au grenier, le savoir-faire Firsch Menuiserie à tous les étages. Issue d'une lignée de 3 générations de vétérinaires, Anne Villemain-Sischermann a rompu avec la tradition en devenant gynécologue. Mais c'est la comtesse de Ségur qui lui a donné le goût de l'écriture et elle s'est jurée qu'elle aussi inventerait des histoires. Le temps est venu où elle peut se livrer à ses passions. La radio, elle est chroniqueuse depuis 16 ans à Radio Jéricho, et l'écriture. Après Guet-apens en rue des Juifs et L'Argent des Farines, voici son 3e roman, Le Souper de Lafayette, où nous retrouvons une nouvelle enquête d'Augustin Duroc, artiste vétérinaire à Metz au XVIIIe siècle. Bonjour à tous et bienvenue Entre les lignes. Bonjour Anne Villemain-Sischermann. Bonjour Marianne. Alors l'originalité du roman et des précédents repose sur la dualité du héros. Augustin Duroc est artiste vétérinaire et en même temps il intervient dans des enquêtes à la demande de la police. Oui, alors il est artiste vétérinaire, il faut quand même faire un petit point d'arrêt sur ce mot. On a nommé les vétérinaires artistes vétérinaires jusqu'à la fin du 19e siècle. C'était le nom qu'on leur donnait parce qu'on considérait que la médecine était un art. Et bon, j'ai bien sûr inventé le fait que l'intendant Calonne confie à Augustin Duroc des missions de recherche, profitant du fait qu'il a la possibilité de s'infiltrer dans tous les milieux, qu'il va voir les paysans, on le voit dans L'Argent des Farines, il va dans les paysans, il pose des questions, il fait sa petite enquête, et puis peu à peu, il conquiert la confiance de l'intendant qui lui en demande de plus en plus, et qui le rétribue en conséquence. Et comment vous est venue cette idée de faire intervenir un artiste vétérinaire? Eh bien, je m'étais promis il y a une dizaine d'années qu'un jour je mettrais en scène un vétérinaire parce que j'avais perçu que mon père était déçu qu'aucun de ses 5 enfants n'ait repris le flambeau. Et donc un jour je lui ai dit, tu sais, si je pense que j'écrirai un jour un roman qui mettra en scène un vétérinaire. C'était une manière à la fois de rendre hommage à la famille, parce qu'il y en a eu 5 quand même dans la famille avant. Mon père était le dernier, et puis une façon de réparer cette déception qu'il avait eue.
Alors cet artiste vétérinaire, finalement Augustin Duroc, on a l'impression que c'est l'expert du XVIIIe siècle. Est-ce qu'il incarne un peu le début de la police scientifique? Alors déjà, le mot expert, il incarne, à lui tout seul, je trouve, il incarne les Lumières en ce sens qu'il exerce une profession qui est toute nouvelle, puisque les vétérinaires sont apparus au XVIIIe siècle, inventés par les Français. La première école vétérinaire est née à Lyon en 1762, et que... Il a affaire aux soigneurs traditionnels qu'on appelle les empiriques. Alors ça, je l'ai mis en scène dans le premier volume, dans Guet-apens rue des Juifs. On le voit aux prises avec les empiriques qui lui en veulent d'arriver là, presque en terrain conquis, de leur prendre le meilleur de la clientèle éclairée, la bourgeoisie, les aristocrates. Et eux, ils travaillaient d'une manière très traditionnelle, se transmettant de génération en génération un savoir plutôt teinté de magie et de sorcellerie que d'un véritable savoir. Alors l'enquête se déroule au XVIIIe siècle, on l'a vu, et sur le plan international, l'Amérique, elle est entrée dans une guerre d'indépendance, et en France, bien sûr, c'est le siècle des Lumières, et il existe un fort désir de liberté qu'incarne le marquis de Lafayette. Oui. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est lors d'un souper, on apprend l'assassinat d'une prostituée. Et cet événement risque finalement de causer un problème politique. Oui, alors donc l'événement central de mon roman, c'est donc le souper du 8 août 1775, qui a vraiment existé, qui a été donné en l'honneur du duc de Gloucester, qui était le frère du roi d'Angleterre. Et donc ce souper est organisé par le comte de Broglie au palais du gouvernement, et il avait invité toutes les huiles locales, dont Lafayette, qui était le représentant d'une grande famille auvergnate et qui était marié avec une Noailles. Donc c'était quand même un personnage important, bien que très jeune. Et là, il entend parler le duc de Gloucester, qui ne partage pas les idées du roi d'Angleterre, Georges III, à propos de l'attitude à avoir vis-à-vis des insurgents d'Amérique. Et donc la tablée se passionne pour cette discussion, et Lafayette en particulier, lui qui était déjà ouvert aux idées des Lumières, qui proclamait la nostalgie d'une société nouvelle où ce n'est plus la naissance, mais le mérite qui ferait émerger des personnalités nouvelles. Et donc Lafayette se passionne pour cette idée de l'Amérique, et apparemment, c'est là qu'il décide qu'un jour, il ira porter secours aux insurgents. Alors, il est très jeune, et le comte de Broglie tente de le limiter en lui disant « Mais enfin, votre père est déjà mort dans mes bras, alors que vous étiez âgé d'à peine 2 ans, vous devez vous protéger, protéger votre famille, je ne veux pas que le même sort vous arrive. » Alors, le livre est vraiment conduit comme un thriller, c'est aussi un roman d'espionnage. Oui, donc là, j'ai placé, évidemment, ça c'est une invention, l'assassinat d'une prostituée juste à côté du palais des gouverneurs dans la citadelle. Et c'est là qu'entre en scène Augustin Duroc. Alors, pour le faire rencontrer Lafayette, eh bien, c'est par le biais de son cheval, puisque Lafayette est censé posséder des chevaux qui sont au palais du gouverneur, où il y avait des écuries, et on appelle Augustin Duroc en pleine nuit parce que le cheval préféré de Lafayette se porte mal. Et donc, dans la foulée, on l'appelle pour aller examiner le corps d'une prostituée trouvée dans la citadelle. Alors, mais c'est une ville de garnison, et qui dit ville de garnison dit aussi afflux de prostituées. Oui, c'était quand même la plus grosse place forte du royaume, comme l'avait dit Vauban à Louis XIV au siècle précédent. Et donc, plus il y avait de soldats, plus il y avait de prostituées. Les soldats sont des hommes seuls, et ils ont des besoins, donc ça entraînait un afflux de prostituées de toute région. Il y avait des prostituées qui venaient de toutes les régions, de Bretagne. J'avais fait un petit travail historique il y a plusieurs années à ce sujet-là. Donc elles venaient vraiment de toutes les régions possibles. Et on les tolérait et en même temps on les poursuivait. Donc quand il y en avait trop, on faisait des rafles et puis on les jugeait sommairement. Celles qui étaient prises sur la voie publique en train de racoler allaient au tribunal de police, et puis elles étaient... Il existait un endroit d'ailleurs où on les
où on les cantonnait, si je puis m'exprimer ainsi, oui. à Metz. Oui, bien sûr, oui. Elles étaient au violon de l'hôtel de ville pendant la nuit, et puis ensuite elles comparaissaient devant le tribunal de police. Tout ça, ça allait très vite, et puis elles étaient condamnées au bannissement. C'était la peine la plus légère, parce que comme il n'y avait pas de contrôle, on les retrouvait dans les murs de la cité aussi rapidement. Et puis aussi, elles étaient condamnées à des amendes diverses à verser aux institutions charitables de la ville. Et donc là, j'ai mis en scène une rafle de prostituées, puisque le comte, enfin ça c'était, je l'avais trouvé dans une des biographies de Lafayette, le comte de Broglie avait organisé cette rafle pour nettoyer un peu les rues de la pourriture, il avait dit, de la pourriture qui s'étalait sous les fenêtres du beau monde. Alors, mais Metz, c'est aussi une ville de pratiques religieuses, alors écoutez. Alors il s'agit de la procession du 15 août. La fin de la procession atteignait la place du Carteau, quand Toinette poussa un cri qu'elle étouffa aussitôt. L'homme dans son dos lui avait saisi la taille et l'entraînait hors du cortège, en prenant à gauche dans la rue de la Fontaine. Elle n'osa pas protester, de peur d'attirer l'attention sur elle. Se pouvait-il qu'un client désirât profiter de ses services en ce jour de la fête de la Sainte Vierge ? Quelques récriminations se chuchotaient alentour. Toinette jeta des yeux suppliants à l'une de ses compagnes qui s'était aperçue du manège de l'homme. Celle-ci eut une mimique d'impuissance et poursuivit dans le sens de la marche. Elle nota que le visage de l'homme ne lui était pas inconnu. « Viens donc, ma belle » lui susurrait l'homme à l'oreille. « Et surtout ne proteste pas. De toute façon, en ce saint jour, aucun bon chrétien ne se compromettrait à défendre une pierreuse comme toi. Tu es à moi, rien qu'à moi. » Il l'embrassait dans le cou et l'entraîna en direction de chez elle. On se rend compte que la procession du 15 août est un événement majeur. Ah oui, c'était une fête nationale depuis le XVIIe siècle, depuis Louis XIII, qui avait voué la France à la Sainte Vierge. Et donc, tous les ans, cette fête était obligatoire, chômée obligatoire, et les gens se devaient d'aller aux offices. D'ailleurs, il y avait une pression sociale quand même assez importante qui fait que les voisins surveillaient qui allait, qui n'allait pas. Et ça a perduré quand même jusqu'au début du XXe siècle. Ça réunit tous les nobles aussi de la cité. Oui. Tout le monde est présent à cette procession du 15 août. Oui. Et Metz, c'est également une ville où existe une forte communauté juive. Oui, la communauté juive de Metz est très particulière en ce sens que c'était la seule au XVIIIe siècle qui avait l'autorisation de résider en ville, puisqu'il y avait une grosse communauté juive en Alsace, par exemple, et les juifs alsaciens étaient obligés de quitter Strasbourg avant le coucher du soleil, alors qu'à Metz, ils étaient autorisés depuis le XVIe siècle à rester en ville. Enfin, d'abord, il y a eu 4 familles, puis il y en avait 400 au XVIIIe siècle. Et donc, ils avaient cette autorisation-là pour service rendu à la royauté. Alors, c'est vrai que dans votre livre, on découvre vraiment le Metz du XVIIIe siècle, mais il faut savoir aussi que je me semble que le marquis de Lafayette était franc-maçon, et vous parlez aussi de la franc-maçonnerie. Oui, tous les officiers, pratiquement tous les officiers étaient francs-maçons. Il aurait même été initié à la franc-maçonnerie à Metz. Alors, j'ai plus ou moins... En fait, on a une incertitude, on ne sait pas s'il a été initié à Paris, dans la loge de la Candeur, ou bien si c'était à Metz. Quand j'ai visité son château natal en Auvergne, le château de Chavagnac, il n'y avait pas non plus de certitude affirmée à ce sujet. Donc, j'ai pris celle qui m'arrangeait. Voilà, donc est-ce qu'il y aura un prochain roman, la suite des aventures d'Augustin Durand ? Je suis en cours d'écriture du 4e. Du 4e et toujours au siècle des Lumières, oui. Bien sûr. Hein. Oui. Merci beaucoup Anne Villemain-Sischermann d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que votre livre Le souper de Lafayette est publié aux éditions du Quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt entre les lignes.